Et yo tout le monde, c'est Yux, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, moi ça va pas mal, donc on se retrouve pour l'épisode numéro 11 déjà. L'épisode Serial Murder numéro 11. Donc ça veut dire qu'on a déjà fait quand même 10 épisodes avant. J'ai failli me... J'ai failli m'étouffer en prononçant la deuxième fois le numéro 11. Donc écoutez, aujourd'hui, on va se faire cette vidéo tranquillement. On va se la faire vraiment de manière tranquille, on va parler d'un des monstres, je dis bien d'un des monstres, je pourrais dire du monstre, mais non, peut-être pas quand même, c'est peut-être pas le pire de tous, mais il en fait partie en tout cas. Du crime en série américain, on va parler de Donald Henry Gaskins, Pee-wee. Alors voilà. Alors avant, je voulais préciser quand même que c'est un tueur en série plutôt connu, hein, il a été surnommé l'homme le plus cruel d'Amérique, et ce surnom, il lui a pas été attribué par hasard, puisque vous allez voir que ses meurtres sont absolument infernaux. Voilà, c'est vrai, il est vraiment infernal ce type. Donc on va en parler, il est capable de... Bah en fait, je dirais même que c'est le tueur en série le plus dangereux. Oui, le tueur en série le plus dangereux des États-Unis. Pourquoi le plus dangereux? Parce qu'en fait, si tu es dans sa ligne de mire, à partir du moment où tu rentres dans sa ligne de mire, bah tu peux pas en ressortir et t'es mort dans les la prochaine semaine, t'es mort. En tout cas, tu peux te dire que tu ne vivras pas longtemps si tu es dans sa ligne de mire justement. Et donc aujourd'hui, on va parler de Gaskins, Donald Henry Gaskins. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à dire. Faudrait mieux que j'arrête maintenant de faire cette introduction, voilà. Parce qu'il y a trop de choses à dire, sinon la vidéo va durer 3 quarts d'heure. Faut tout de suite que je commence, je suis désolé. Mais voilà, on va tout de suite commencer. Merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Je vous souhaite de passer un agréable moment. Pareil, si vous, si vous passez par là, n'hésitez pas bien évidemment à la fin de cette vidéo d'aller voir les autres épisodes. Voilà, allez, c'est parti, on commence tout de suite. Trêve de blabla, comme je dis d'habitude. C'est parti. Alors. Donald Gaskins, il est né, donc, ce magnifique bonhomme. Oui, je dis ce magnifique, mais j'en pense pas un mot, hein, bien évidemment, vous comprendrez. Il est né en 1933 en Caroline du Sud, donc il deviendra par la suite l'un des tueurs en série les plus prolifiques des États-Unis. Donc sa brutalité à lui, elle était sans limite. Il torturait, tuait, mangeait ses victimes, pouvant être des hommes aussi bien que des femmes. Donc il dira, j'ai parcouru le même chemin que Dieu en prenant des vies et en terrorisant les gens. Je suis devenu son égal à travers mes meurtres. J'ai été mon propre maître. Grâce à ce pouvoir, j'en viens maintenant à ma propre rédemption. Donc bah si tu veux, écoute, c'est encore un délire schizophrène de tueur en série. Donc voilà, donc Donald Gaskins, pour être plus précis, il est né le 13 mars 1933. Donc 1933, c'est pas une très bonne année, hein, c'est vraiment pas une bonne année, j'ai l'impression. Donc précisément en Caroline du Sud, comme je vous l'ai dit. Donc sa mère s'est remariée quand elle est tombée enceinte de lui. Il vivra donc avec plusieurs hommes pendant son enfance. Sa mère passait de mari en mari, ouais. Donc Gaskins ne connaîtra jamais son père aussi. Donc sa mère, c'est même pas elle passait de mari en mari, c'est elle passait d'amant en amant, voilà. Donc c'est bon, je vais pas finir cette phrase, mais je pourrais être insultant, mais voilà, ça va m'énerver, donc on va éviter de terminer cette phrase. Donc beaucoup de ses beaux-pères traitaient le jeune garçon avec violence, voilà pourquoi je dis que ça va m'énerver. Donc le battant parfois même sous les yeux de sa mère qui ne faisait rien, elle ne faisait absolument rien pour le protéger, voilà. Donc à l'école, voilà, on va en venir. À l'école, c'était pas beaucoup mieux. Il a enchaîné tous les surnoms possibles et inimaginables, notamment celui de Pee-wee, donc qui revient souvent, qui reviendra vraiment extrêmement souvent en raison de sa petite taille. Donc le soir, lorsqu'il rentrait, il se faisait souvent frapper par ses demi-frères, et donc à chaque fois, il était puni par ses enseignants. Donc à 11 ans seulement, il décida de quitter justement l'école. Donc 11 ans, c'est à peu près la dernière année de primaire. Donc c'est juste avant l'entrée au collège en France. Après aux États-Unis, j'en sais rien. Donc pour travailler dans un garage de la région et aider la ferme familiale. Donc émotionnellement par contre, il luttait contre une haine intense envers les gens et les femmes en particulier. Donc au garage où il travaillera, il rencontra deux garçons.
Donc l'un se nommait Danny et l'autre se nommait Marsh. Donc ils possédaient environ le même âge et comme lui, ils avaient arrêté l'école. Donc les trois jeunes hommes s'associèrent et se surnommèrent le trio trouble. Donc Donald Gaskins commença alors à cambrioler des maisons et à ramasser des prostituées dans les villes voisines. Donc les trois jeunes hommes, les trois garçons même étaient délinquants, tous autant pires l'un que l'autre. Donc, mais à la suite, donc ils violèrent parfois, ils vont même aller jusqu'à violer, oui, à violer des jeunes garçons. Et donc ils seront menacés de mort, les jeunes garçons, pour ne pas qu'ils aillent le dire tout simplement à la police. Donc on peut voir que ça part un peu plus loin que les cambriolages. Là, on est sur des menaces sexuelles. Donc le trio arrêta son saccage sexuel après avoir été justement pris pour viol collectif sur la jeune sœur d'un des trois, donc sur la jeune sœur de Marsh. Voilà, pas sur la jeune sœur de Gaskins, mais sur celle de Marsh, donc l'un des membres du trio. Donc comme punition, les parents leur lièrent les mains et les battront jusqu'à ce qu'ils saignent. Voilà, bon, écoute, paye ta punition pourrie, mais bon. Donc après les coups, Marsh et Danny quittèrent la région, tandis que Gaskins continua de réaliser des effractions. La plupart du temps, ces effractions, il les réalisait dans des maisons, mais il était bien évidemment seul cette fois-ci. Donc en 1946, à l'âge de 13 ans, une fille qu'il connaissait l'interrompit en train de cambrioler une maison. Écoutez bien ce qu'il va faire, ce putain de taré. Donc Gaskins va l'attaquer avec une hache. Oui, il a 13 ans, et à 13 ans, il l'attaque avec une hache. Donc la jeune fille le frappa à la tête et au bras avant de s'enfuir. Elle réussira fort heureusement à s'enfuir, donc elle survécut que par miracle, puisqu'il avait réussi à la toucher avec sa hache. Donc, et Gaskin sera arrêté, jugé et reconnu coupable d'agression avec arme mortelle et intention de tuer. Donc par la suite de cette agression, il va être envoyé dans une école industrielle pour garçons. Donc une école industrielle pour garçons jusqu'à l'âge de ses 18 ans, bien évidemment. Donc son école, c'est une école de réforme particulièrement difficile. Donc dès son entrée, Gaskins se fera attaquer et sera violé par 20 hommes. 20 hommes, donc il cherchera une protection chez le dortoir des Boss Boys, donc c'est leur nom, Boss Boy. Donc en échange de relations sexuelles, mais sera battu à plusieurs reprises. Donc les médecins le trouvèrent ensuite assez sain d'esprit. Donc oui, il faut le dire, il est totalement atteint, mais c'est pas un fou. C'est juste un gros malade qui veut faire régner la terreur, voilà. Donc voilà, là c'était un peu pour vous parler de son enfance. Donc vous pouvez voir qu'il n'a pas une enfance facile. Il a été violé, battu. Aussi, on va le dire, pas de chance à l'école. Et puis voilà, il a rencontré deux jeunes délinquants pour finalement attaquer une jeune fille avec une hache et être envoyé à l'école de réforme. Donc c'est absolument une sale enfance. Bon, c'est pas la pire de toutes. C'est pas la pire que je pourrais vous présenter dans la série Serial Murder. Mais en tout cas, la sienne, elle est déjà pas mal, voilà. Elle est déjà badass, comme on dit. Donc il va sortir en mars 1951, lors de son 18e anniversaire. Et donc il obtiendra ensuite un emploi dans une plantation de tabac, mais ne pouvait toujours pas résister à la tentation. Donc une nouvelle fois, il était impliqué dans une fraude qui pouvait lui causer des ennuis. Donc cette fois-ci, c'était une fraude à l'assurance, donc avec un partenaire. Donc les gens autour de la région commençaient déjà à cette époque-là, à l'âge de 18 ans, à se méfier de lui. Donc plus tard avec un marteau, oui, je répète, plus tard avec un marteau, je rigole, mais pourquoi je rigole? J'ai pas le droit de rire là-dessus, c'est vraiment absolument abominable. Donc il va fendre le crâne de la fille de son employeur qui voulait le dénoncer pour cette fraude. Donc il sera envoyé une nouvelle fois en prison. Enfin une nouvelle fois, c'est l'école de réforme, c'est pas vraiment la prison, ça y ressemble, puisqu'il se fait violer quand même. Mais justement après avoir reçu une peine de 5 ans. Donc la prison, comme je vous l'ai dit, n'était pas vraiment différente de son temps passé à l'école de réforme. Il rejoindra immédiatement un gang avec qui il avait des relations sexuelles en échange d'une protection. Donc un jour il réalisa que la seule façon de survivre dans la prison était de se faire connaître comme un power man. C'est le mot utilisé
pour parler d'un homme brutal, un powerman, un homme dangereux que personne ne veut approcher. Mais sa petite taille, le problème c'est que tu vois, il fait 1m60. Oui, j'en ai peut-être pas parlé. Si j'en ai pas parlé, de toute façon, j'ai. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus important, mais il faisait 1m60, même s'il est extrêmement dangereux. Donc, l'empêcher d'intimider les autres. Donc, seul donc ses actions pouvaient lui permettre d'être redoutable. Il va jeter son dévolu sur l'un des détenus les plus forts de la prison. Donc, il réussit à le manipuler et à lier une relation de confiance. Donc pendant un mois, il va lier une relation de confiance avec lui. Pour finalement un jour, oui, oui, ce n'est pas des conneries. Ce que je vais dire est véridique. Devant l'ensemble des détenus, il s'approche de lui. C'est un homme de 2 mètres, je sais plus combien, c'est un noir justement, de 2 mètres, peut-être 10, 2 mètres 20. Non, j'exagère un peu 2 mètres 20, mais il est quand même plutôt, allez, on va dire, il fait 50 centimètres de plus que lui. Et le gars, il arrive avec un couteau, il lui tranche la gorge devant tous les détenus. Voilà, donc après son homicide, il passera 6 mois en isolement. Et même si ce fut difficile, donc à sa sortie, il pouvait désormais espérer un temps plus facile en prison, car il était désormais maintenant craint par tous les autres prisonniers. Oui, il avait réussi à se faire craindre par tous les autres prisonniers. Gaskins entretiendra ensuite une relation avec une femme de carnaval nommée Betty, avec laquelle il se rendra à Tennessee donc pour renflouer le frère de Betty enfermé en prison. Gaskins se rend alors à la prison, justement pour renflouer le frère de Betty, euh, avec de l'argent et un paquet de cigarettes. Que justement, faut que j'arrête de dire justement, ça fait déjà 4 fois, Betty lui a demandé de transmettre. Mais quand il retourne à l'hôtel, Betty et sa voiture ont déjà disparu. Betty Gates ne reviendra jamais. Car en réalité, il s'agissait d'une mascarade. L'homme était enfermé et était en réalité le mari de Betty, qui s'était échappé de prison à l'aide d'une lame de rasoir repliée à l'intérieur du paquet de cigarettes que Gaskins lui avait apporté. Fou de rage, Gaskins réalisa qu'il s'était fait avoir et reçut 9 mois de prison supplémentaires pour avoir aidé une évasion et pour avoir poignardé un codétenu après s'être une nouvelle fois fait prendre par la police. En prison, il fera alors la connaissance d'un patron de la mafia. Donc oui, la mafia existe aux États-Unis. Elle existe dans 4 pays différents dans le monde. Donc l'Italie, les États-Unis et je me rappelle plus les deux autres. Donc Frank Costello, donc c'est le nom justement d'un des patrons de la mafia aux États-Unis. Donc qui le nomma le petit homme de main. Voilà. Donc il sortit de prison en août 1961 finalement et retournera en Caroline du Sud et vraiment incapable de rester hors des ennuis. Donc il était de retour et allait cambrioler des maisons. Donc en 1962, il se maria une troisième fois, mais cela n'empêcha pas son comportement criminel. Il sera arrêté pour viol d'une jeune fille de 12 ans, mais réussira à s'échapper en Caroline du Nord dans une voiture volée. Durant son parcours, il sera finalement rattrapé, condamné pour viol et recevra 6 ans et sera libéré sur parole en novembre 1968, en se jurant de ne jamais revenir en prison. Un an plus tard, il va ramasser une autostoppeuse à laquelle il fera des avances, la trouvant très charmante, mais la jeune femme se moqua de lui lorsqu'il lui proposa une relation. Énervé d'avoir été humilié ainsi, il la battra jusqu'à ce qu'elle soit inconsciente, puis la viola, la sodomisa et la tortura avant de la noyer dans un marécage. Voilà, ce n'est pas une blague encore une fois. On pourrait croire, mais c'est voilà, c'est absolument infect. Ce qu'il fait, donc il l'a violée, la sodomisée, la torturait et la noyait. Voilà, donc comme premier meurtre, j'ai envie de dire, tu commences bien ta série de meurtres, mais tu commences vraiment salement. Donc cet acte de brutalité marqua un nouveau tournant dans sa vie criminelle. Donc il travaillera par la suite sa maîtrise de la torture en gardant ses victimes mutilées en vie pendant plusieurs jours. Bien que Gaskins ait la réputation d'être impulsif et dangereux, certaines personnes de la ville pensaient qu'il était juste atteint de troubles mentaux. Doreen Dempsey, une amie de Gaskins, était enceinte de son deuxième enfant au moment de sa mort. Elle partait en ville et décida de faire un tour à la station de bus d'un vieil ami. Donc vous pouvez voir que Gaskins s'en prend même à ses amis. Donc alors que Gaskins l'emmena dans une zone boisée, il la viola, la tua avant de s'en prendre à son enfant de 2 ans dans une violence extrême.
Ensuite, il cacha les deux corps ensemble. Donc, elle est enceinte. Il la connaît, c'est son amie. Il lui donne rendez-vous. Il la viole, il la tue. Et il s'en prend même à son enfant de 2 ans, quoi, qui est avec elle. Donc, je vais pas vous dire ce qu'il a fait. Mais c'est une violence absolument incroyable. On peut jamais, même moi, jamais j'aurais pu m'imaginer qu'il soit capable de telles horreurs. Je le connaissais déjà un peu justement avant de faire cette vidéo, bien sûr. Sinon, je vous ne l'aurais pas présenté. Là, je le connais encore mieux. Mais pour dire ça, franchement, je suis même là, plus j'avance dans la vidéo et plus je me dis, ouais, en fait, c'est peut-être même je vais pas dire le pire tueur en série des États-Unis, mais en tout cas, il est dans le top 10. Pour moi, il est facilement dans le top 10. Donc en 1975, il fut payé 1 500 $. Donc on peut voir que c'est un tueur en série et un tueur à gages. Donc pour tuer un riche fermier de la région. Car en fait, une de ses ex-petites amies en colère l'avait embauché pour faire le travail à sa place, donc Diane Neely, qui prétendait avoir des problèmes de voiture, attira le fermier hors de sa maison le 12 février 1975. Et donc Gaskins l'enleva et l'assassina sous les yeux des complices. Donc peu de temps après, Diane Neely, qui était l'une des complices, et son ex-petite amie Tolar, Avery Howard, eurent la mauvaise idée de faire chanter Gaskins. Donc à ce moment-là, ne commet surtout pas cette erreur fatale. Ne fais surtout pas ça, jamais, n'essaye jamais justement de le faire chanter, de le faire douter dans quoi que ce soit. Pour 5 000 € en fait, enfin 5 000 €, 5 000 $, hein, il voulait 5 000 $ en échange de leur silence. Donc Gaskins accepta de payer la somme et les élimina tous les deux lors de la soi-disant remise de l'argent. Pendant ce temps, Gaskins continuait de torturer, de tuer d'autres personnes qu'il connaissait, y compris une amie de sa propre fille, âgée de 13 ans, nommée Kimberly Gelkins, qu'il avait rejetée sexuellement. Donc la colère de Gaskins après ces nombreux meurtres ne fit qu'empirer. 2 hommes, nommés Johnny et Dennis, qui volaient des voitures avec lui, vont malheureusement mourir sous sa violence. Donc un jour il leur donna rendez-vous car il voulait leur montrer sa nouvelle technique afin de retirer les moteurs des voitures volées. Donc les 3 hommes vont se retrouver près d'un grand chêne. Et donc Gaskins va leur montrer leur espèce de plan. Donc lorsqu'il plaça la corde reliée au véhicule, enfin il pouvait facilement retirer le moteur de la voiture en lançant en fait une corde au-dessus d'un arbre et en l'attachant au moteur, il pouvait facilement sortir les moteurs des voitures. Mais lorsque Dennis leva la tête pour observer le sommet du chêne, Gaskins sortit son revolver et lui tira une balle mortelle dans la nuque. Il abattra également Johnny, qui tentait de prendre la fuite. Donc il les supprima tous les 2 jours-là, car il pensait que l'un d'eux pouvait le trahir. Donc il appela ensuite son ami à qui il faisait entièrement confiance, puis ils enterrèrent tous deux les corps des 2 hommes, à côté des autres tombes creusées et déjà remplies des cadavres des victimes précédentes. Donc l'auteur de la disparition de Kimberly Gelkins accusait de plus en plus Gaskins. Donc la police décida d'organiser une fouille à son domicile et ils retrouvèrent justement des vêtements appartenant à la jeune fille. Donc il sera alors suspecté et en attendant son procès en prison, Walter Neely éclata sous la pression de la police. Donc Walter Neely, c'est justement le complice avec qui Gaskins avait l'habitude d'enterrer les cadavres et leur montrera le cimetière personnel de son ami Donald. Donc les corps de plusieurs victimes seront retrouvés dans une tombe le 27 avril 1976. Lors de son jugement, Gaskins tenta d'apparaître comme une victime innocente, mais cela échoua le 24 mai 1976, donc un jury le reconnaîtra coupable du meurtre de Dennis Bellamy, pour lequel il sera soumis à la peine de mort. Il avouera plus tard 7 meurtres supplémentaires afin d'éviter une peine de mort supplémentaire. Donc en prison, de retour une nouvelle fois, il appréciera le traitement grandiose qu'il reçut des autres détenus, en raison de sa réputation absolument infâme. Donc dans la prison, tout le monde le craignait, presque autant que dans son village. Il avait une réputation bizarre, il était hargneux, agressif. Il ne se laissait plus faire comme lors de sa jeunesse lorsqu'il était impuissant physiquement. Maintenant, c'était Pee-wee qui dirigeait et chaque prisonnier était au courant. La peine de mort venait d'être légalisée de nouveau en Caroline du Sud, mais cela signifiait peu pour lui qui continuera de tuer même en prison. Donc un jour, il décida d'assassiner Rudolph Tyner, meurtre pour lequel il était censé recevoir de l'argent. Alors, il est dans le couloir de la mort et il tente d'assassiner
Cette fois-ci, il venait d'être transféré justement dans le couloir de la mort pour son meurtre sur Dennis Bellamy. Et il va tenter d'assassiner une personne, mais assassiner une personne dans le couloir de la mort, bah si tu y arrives, c'est théoriquement impossible déjà. Mais Gaskins va tenter de relever le défi. Donc vous allez voir si c'est un défi réussi ou non. Donc Rudolf Tyner était lui aussi condamné à mourir, mais la sentence ne devait pas être appliquée avant longtemps et cela ne semblait pas réjouir justement certaines personnes. Donc pour vous résumer à peu près la chose, Rudolf Tyner avait été condamné pour meurtre dans un hold-up et devait vivre encore une décennie ou plus avec possibilité de recours à une chaise électrique. Donc en fait il possédait, si vous préférez, il possédait un retard mental, il avait des tendances schizophrènes et donc il avait été condamné après avoir tué de plusieurs balles dans la tête les gérants d'une épicerie et donc leur fils Tonissimo. Donc il avait tué les 2 gérants de l'épicerie. C'est un hold-up qui avait mal tourné. Donc il est schizophrène, donc forcément il ne comprend pas ce qu'il fait. Donc Tonissimo avait comploté avec Gaskins afin de venger la mort de ses parents. Gaskins, il avait un magnétophone afin de faire part à Tony des résultats. Il avait également contact avec Rudolf Tyner dans la prison avec qui il parlait à travers un conduit d'aération. Au début, il voulut l'empoisonner en lui glissant toutes sortes de choses à travers le conduit, donc telles que de la malbouffe ou différentes sortes de pilules ainsi que de la marijuana ou de l'héroïne, mais rien ne marchait car Tyner était un peu trisomique et retardé et en redemandait toujours. Simo lui fournira alors une boîte de bonbons lacés avec du poison, assez fort pour tuer un cheval. Donc Gaskins les envoyait à Tyner qui subira de fortes douleurs d'estomac. Au cours des 12 mois suivants, Gaskins répète l'expérience à 5 reprises. Il fortifie des aliments qu'il mêle à de la drogue en y ajoutant des doses toxiques, donc de plus en plus conséquentes, mais en vain. Tyner survit et croit que le lien, en fait, entre les cadeaux de Gaskins et ses fortes douleurs d'estomac sont simplement de pure coïncidence. Donc je vous dis, il est schizophrène, mais vous le voyez il est schizophrène et il est con, il a un retard mental, donc forcément, il ne comprend pas. Et donc Gaskins s'en a marre du poison et décide alors de construire une bombe. Simo lui fournit le câblage ainsi que le matériel et le C4, qu'il cachera dans des bottes de cow-boy adressées à Gaskins. Tyner accepte alors l'idée de laisser Gaskins connecter un interphone entre leurs cellules, mais Gaskins passe alors le fil relié à la télécommande du C4 à travers le conduit d'aération et construit un récepteur. Donc Gaskins, lui, a dit que c'était un interphone, mais en réalité il s'agissait d'une bombe bourrée au C4. Donc il construit un récepteur pour sa cible avec un gobelet en plastique qu'il bourre d'explosifs. Gaskins envoie alors le gobelet à Tyner le soir du 12 septembre 1982, et au moment où il commence à l'entendre parler dans le gobelet, appuie sur la télécommande et fait sauter Tyner qui explose sans comprendre. La dernière chose qu'il entendit à travers cette enceinte avant que sa tête n'explose, c'était moi en train de rire, dira Gaskins aux enquêteurs. Donc le corps de Rudolf Tyner sera retrouvé le lendemain matin en 1000 morceaux, dans un bain de sang. Donc quand je vous dis en 1000 morceaux, c'est pas une blague, il était vraiment absolument atomisé. Donc un meurtre dans le couloir de la mort était une grande première, et Donald Gaskins l'avait fait. Il sera alors condamné à une deuxième peine de mort, et au final on ne saura jamais vraiment avec certitude si les mémoires de Gaskins dans son livre intitulé Vérité finale étaient fondées sur la triste vérité ou si elles étaient justes afin de se faire connaître comme l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire américaine. Donc il écrira un livre Vérité finale sur ses meurtres, donc il affirma également dans ce fameux livre avoir tué et torturé plus de 100 personnes, mais cependant n'a jamais été vraiment démontré aux autorités. Donc il n'a jamais vraiment montré en fait aux autorités où se trouvaient les cadavres, et certains meurtres n'ont jamais été prouvés. Donc cependant, on ne peut vraiment pas contester le fait que Gaskins était un psychopathe, car il n'a jamais eu aucun respect pour la vie humaine, sauf pour la sienne. Voilà ce que c'est un psychopathe, un mec qui n'a aucun respect pour la vie humaine. Donc il tentera même en prison, afin de rester en vie et d'allonger sa détention, d'avouer d'autres meurtres, en admettant notamment celui d'une fille de famille importante, donc pour lequel les procureurs avaient déjà poursuivi William Pierce. Donc les enquêteurs affirmeront que la confession de Gaskins était tout simplement pour la publicité et pour allonger un peu le peu de jours qui lui restait à vivre. Elle fut donc rejetée. Gaskins sera alors exécuté le 6 septembre 1991 à 1h10 du matin.
1991, vous voyez que ça fait pas... Bon, ça fait longtemps quand même, 1991, j'étais pas né, mais, mais c'est pas non plus aussi ancien que ça, c'est toujours dans le 20e centenaire, donc il était la quatrième personne à mourir sur la chaise électrique après le rétablissement de la peine de mort dans l'état de Caroline du Sud en 1977. Donc on remarquera aussi que 2 heures avant sa condamnation, Gaskins avait tenté de se suicider en se taillant les poignets avec une lame de rasoir qu'il avait avalée la semaine précédente pour se suicider, puis qu'il avait recraché. Donc je sais pas comment il peut faire ça, il avale une lame de rasoir et il la recrache. On peut voir qu'il a quand même, il est ingénieux, donc ne parvenant pas à mourir avant son exécution, ses derniers mots seront: je vais laisser mes avocats parler pour moi, je suis maintenant prêt à y aller. Donc voilà, histoire de rester classe jusqu'à la fin de sa vie, Donald Gaskins. Donc voilà, c'est fini. Je vous ai présenté, comme je vous l'ai dit, l'un des monstres des États-Unis. Il est pas hyper connu, c'est vrai, il est pas hyper connu. Pourtant, pour moi, je vais pas dire, bon, il a fait 8 meurtres, c'est pas beaucoup par rapport à certains autres tueurs en série, mais les preuves, les actes sont là. Et franchement, voilà, c'est fini. Donc écoutez, ça va être dur de faire pire que ça la semaine prochaine. Donc je vais essayer de faire un épisode un peu, bah voilà, qui, je vais pas non plus faire je vais pas présenter la semaine prochaine un tueur en série, euh, un petit tueur. Donc on présentera vraiment une grosse raclure. Donc voilà, donc écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne continuation, c'est le plus important. Pareil, je le dis jamais parce que j'oublie toujours, mais cette fois-ci je vais le dire. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, pourquoi pas aussi, c'est encore mieux. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire pour me dire comment vous avez trouvé le commentary. Je mets vraiment tout le maximum, mon maximum, voilà, je mets vraiment tout ce que je peux dans ma voix, dans ce que je peux faire, dans les informations que je peux récolter, voilà. Donc je vous laisse, je vous souhaite une très bonne continuation. À bientôt, à la semaine prochaine, même peut-être, pour l'épisode numéro 12 sur la bête sexuelle Gérard Schaeffer. Salut tout le monde.